L'incendie d'une maison semble avoir été causé par un mégot de cigarette. Mais les détectives découvrent bientôt un scénario beaucoup plus complexe. Un incendie criminel coûte la vie à 2 enfants et sème la discorde entre leurs parents. La clé de ce crime effroyable ne tient qu'à un mince cheveu. 2 pompiers meurent alors qu'ils tentent d'éteindre l'incendie d'un restaurant dont les affaires déclinent. Le feu et l'eau sont les plus grands ennemis des détectives car ils éliminent la majorité des indices. Heureusement, les investigateurs en incendie savent reconnaître les traces laissées lors d'un incendie criminel. Ils tentent par tous les moyens de contrer les flammes meurtrières de ces incendiaires. À Plymouth, au Connecticut, vers 3 heures du matin le 19 novembre 1994, des pompiers furent envoyés d'urgence à la résidence de Wendy et Lance Wargo. Lance Wargo était parvenu à sauver ses enfants des flammes, mais la chaleur intense l'avait empêché de retourner chercher sa femme, Wendy, qui dormait dans le bureau au rez-de-chaussée. L'incendie était trop violent pour que les pompiers puissent entrer dans la maison. C'était peine perdue pour Wendy. Wargo déclara aux pompiers que sa femme avait l'habitude d'aller fumer dans le bureau et qu'elle s'y était endormie la veille. Il faudrait donc tout d'abord vérifier si l'incendie avait bien été causé par une cigarette mal éteinte. Les experts découvrirent les restes calcinés de Wendy sur le canapé du bureau. On envoya son corps au bureau du coroner de l'État. Pendant ce temps, des investigateurs tentaient de déterminer la cause et l'origine de l'incendie. Même s'il était probable qu'il eût été causé par une cigarette, quelqu'un était mort et il était impératif de mener une enquête en bonne et due forme. Il n'y avait eu ni court-circuit ni fuite de gaz. Il ne semblait pas non plus y avoir eu d'entrée par effraction. La pièce qui avait subi le plus de dommages était le bureau. C'était sans doute le foyer de l'incendie. Le sol y était particulièrement endommagé. Les flammes s'étaient déclarées à moins d'1 mètre de la victime. Cela corroborait l'hypothèse d'une cigarette mal éteinte. Mais cela n'expliquait cependant pas les autres dommages. Le plafond et les murs étaient uniformément noirs, ce qui indiquait qu'il y avait eu explosion, c'est-à-dire que la combustion avait atteint une température assez élevée pour que toute matière inflammable prenne feu en même temps. Les flammes avaient atteint des températures supérieures à 900 degrés. Une seule cigarette n'avait pas pu provoquer une telle réaction. Sous les restes du canapé carbonisé, il y avait une trace de brûlure inhabituelle qui semblait elle aussi réfuter l'hypothèse de la cigarette. En général, les meubles ont pour effet de protéger certaines parties. Dans ce cas-ci, la marque de la brûlure n'avait pas la même forme que le canapé. L'expert Kevin McGurk devait analyser cette découverte. Le plancher à tenons et mortaise était brûlé en ligne droite et il y avait des démarcations très précises. Le feu avait fait des trous qui traversaient complètement le plancher.
Un tel phénomène ne peut s'expliquer que par la présence d'un agent accélérateur. Des échantillons du plancher furent recueillis un peu partout dans la maison et envoyés au laboratoire judiciaire. Les techniciens devaient y déceler toute trace de combustible. Pour ce faire, ils recueillent les vapeurs qui s'en échappent et les analysent ensuite à l'aide d'un chromatographe. L'instrument isole les composants de base des produits chimiques et crée un graphique constitué de pointes et de creux qui est ensuite comparé au graphique des agents accélérateurs connus. Dans ce cas-ci, aucun des échantillons ne recelait de traces de combustible. Pas la moindre goutte de résidu inflammable n'avait pu être identifiée. Cela ne prouvait pas qu'il y avait absence d'agent accélérateur. Une explosion consume tout sur son passage, et en particulier les liquides combustibles. Au Connecticut, on pratique une autopsie chaque fois qu'un individu meurt accidentellement. Comme le corps était carbonisé, on dut se référer à son dossier dentaire pour confirmer que la victime était Wendy Wargo. Il fallait maintenant déterminer la cause de sa mort. Lors de décès associés au feu, le médecin légiste doit apporter une attention toute particulière à l'appareil respiratoire de la victime. Selon Malka Shah, toutes les victimes d'incendie inhalent de la fumée et de la suie. Cette matière se retrouve dans le nez, la bouche, la gorge et les poumons. Dans le cas de Wendy, ce qui était étrange, c'est qu'il n'y avait de la suie que sur les premiers millimètres de sa langue. On obtint également des résultats étonnants lors de l'analyse de son sang. En général, il contient de grandes quantités de monoxyde de carbone. Dans le cas de Wargo, il n'y en avait pratiquement pas. La victime n'avait pas respiré l'air enfumé. Il n'y avait qu'une explication. Wendy Wargo était déjà morte au moment où l'incendie s'était déclaré. Wendy avait 29 ans et était originaire de Plymouth. Elle était mariée depuis 9 ans à Lance, un ingénieur chimiste. Pour ses amis et collègues, c'était une mère dévouée, une femme chaleureuse et généreuse. Pour découvrir la cause de sa mort, il faudrait procéder par élimination. Shah analysa le sang de la victime afin de voir si elle avait consommé de la drogue, de l'alcool ou si elle avait été empoisonnée. Elle analysa aussi ses organes internes, puis son crâne et ses os pour voir si elle avait subi des fractures, mais il n'y avait rien de concluant. Dans le cas de Wendy, j'ai procédé par élimination. Elle n'était pas morte dans l'incendie. Elle n'était pas morte de maladie, ni d'un coup de couteau ou de matraque, ni d'une blessure par balle. Cela n'éliminait pas la possibilité qu'il s'agisse d'un homicide. Comme sa peau était brûlée, il était impossible de déterminer si elle avait été étranglée ou étouffée. La mort inexpliquée, le brasier anormalement fort, tout cela rendait l'hypothèse d'un meurtre vraisemblable. Mais le prouver ne serait pas une mince affaire. Après un incendie, peu d'indices sont encore valables. Pour le détective John Burturla, il y avait peu de chances de trouver une arme encore fumante dans les décombres du bureau. Lors d'un incendie, la priorité des pompiers est de pénétrer dans le lieu en flammes le plus rapidement possible et de secourir le plus grand nombre de personnes. Ils se préoccupent peu du fait qu'un crime a peut-être été commis. Ils déversent des dizaines de milliers de litres d'eau, traînent le tuyau d'arrosage à l'intérieur de la structure et tentent de faire le meilleur travail possible. L'incendie et l'eau semblaient avoir eu raison de tous les indices dans la résidence des Wargo. Lance Wargo déclara au détective qu'il avait été réveillé par le détecteur de fumée. Il était allé chercher ses 2 enfants dans leur chambre
et était sorti au plus vite de la maison. Il n'était pas parvenu à y retourner pour sauver Wendy. Lance semblait avoir fait preuve de bravoure, mais un détail agaçait les policiers. La nuit de l'incendie, quelque chose a surpris tous les détectives qui travaillaient sur l'enquête. Lance Wargo est sorti de sa maison à 3h30 du matin tout habillé. En général, lorsque les gens sortent d'urgence de chez eux en pleine nuit, ils ne sont pas vêtus de cette façon. Quand avait-il trouvé le temps de boutonner sa chemise et de lasser ses chaussures? Lance n'était peut-être pas l'homme héroïque qu'il tentait de laisser croire. Les policiers fouillèrent également le passé de sa femme. 18 jours avant l'incendie, elle avait demandé le divorce. Quelqu'un déclara même avoir entendu Lance dire qu'il préférerait tuer sa femme plutôt que d'abandonner ses enfants. Il était maintenant le principal suspect, même si la police ne disposait toujours pas d'indices tangibles. Qu'avait-il à gagner de la mort de sa femme? Ce meurtre était-il plus avantageux qu'un divorce? Les détectives obtinrent un mandat de perquisition et se rendirent au motel où Wargo avait temporairement loué une chambre avec ses enfants. Ils réquisitionnèrent les vêtements qu'il portait la nuit de l'incendie. Ils espéraient y retrouver des traces de sang ou d'agents accélérateurs et ainsi établir un lien entre le suspect et le crime. Les vêtements furent analysés au laboratoire. Malheureusement, les résultats n'étaient pas concluants. Lance avait éveillé les soupçons de la police, mais il n'y avait pas la moindre preuve. L'enquête était bloquée. Il était innocent tel qu'il l'avait déclaré, ou alors il avait commis le crime parfait. Quelques semaines après le drame, les investigateurs en incendie autorisèrent la compagnie d'assurance de Lance Wargo à procéder à l'évaluation des dommages. Wargo allait s'en tirer, et de plus, il s'apprêtait à toucher une jolie somme. C'est alors que les experts de la compagnie d'assurance découvrirent un calepin roussi dans la chambre de Wargo qui avait échappé aux investigateurs. Il contenait une série de notes codées. Les détectives examinèrent attentivement la liste d'abréviations. SIGS signifiait sans aucun doute cigarette. Il y avait également des références à une corde, des gants, un masque. À première vue, on aurait dit le plan sténographié d'un meurtre. Il y avait également des abréviations de produits chimiques d'usage courant qui pouvaient avoir servi d'agent accélérateur. Les enquêteurs de la police retournèrent à nouveau à la résidence du suspect pour tenter de trouver des traces de ces produits chimiques. Dans le garage de Wargo, ils en découvrirent un. Dans la maison, il y avait la bouteille fondue d'un autre combustible. Ils avaient trouvé les ingrédients mortels de l'agent accélérateur. Les notes de Lance Wargo l'incriminaient davantage, car elles suggéraient qu'il avait prémédité le pseudo-accident. Les détectives remarquèrent une autre contradiction dans les déclarations de Wargo. Ce dernier avait dit avoir été réveillé par le détecteur de fumée. C'était absolument impossible puisque les fils du détecteur étaient endommagés et que l'appareil était hors d'usage au moment où l'incendie s'était déclaré. Un examen subséquent effectué par un ingénieur en électricité nous a permis de déterminer que les détecteurs de fumée ne fonctionnaient pas au moment du sinistre. Lance Wargo fut arrêté et accusé de meurtre, d'avoir provoqué un incendie criminel, en plus d'avoir mis ses enfants en danger et falsifié des preuves.
Il fut mis en détention et sa caution fut fixée à $1 million. Comble de l'ironie, seulement quelques jours avant la tragédie, Wargo avait participé à un cours en prévention d'incendie au travail. En plus de sa compétence en chimie pour planifier et maquiller son meurtre, il semblait avoir mis en pratique ses nouvelles connaissances. C'est une dispute entre les Wargo qui a sans doute été l'élément déclencheur d'un plan minutieusement planifié. D'abord, il a commencé par étouffer sa femme. Il a ensuite allumé l'incendie pour maquiller le meurtre. Tel qu'il l'a noté dans son calepin, il a signalé aux policiers qu'une cigarette avait été la source du brasier. Pour ma part, je crois que son mobile était la vengeance. Il s'apprêtait à divorcer et ne l'acceptait pas. Il refusait d'être un père à temps partiel. Ce sont des choses qu'il avait également notées dans son calepin. Lance Wargo fut trouvé coupable de 6 chefs d'accusation relativement à la mort de sa femme. Il fut condamné à 50 ans de prison. Il était presque parvenu à convaincre les policiers que l'incendie avait été provoqué par une cigarette. Mais même lorsqu'il est évident qu'il s'agit d'un incendie criminel, il n'est pas toujours facile de découvrir qui en est l'auteur. À Johnson County, au Kansas, peu après minuit, le 24 octobre 1995, des pompiers furent dépêchés sur les lieux d'une résidence luxueuse qui était la proie des flammes. La propriétaire, le docteur Deborah Green, et Kate, sa fillette de 10 ans, étaient parvenus à échapper aux flammes, mais Tim, 13 ans, et la petite Kelly, 6 ans, étaient encore prisonniers à l'intérieur. Il fallait à tout prix sauver les enfants, mais pénétrer à l'intérieur de la maison était pratiquement impossible. Les flammes avaient envahi près de la moitié de la propriété et sortaient des fenêtres à l'étage. Le toit brûlait. Le capitaine Maurice Mott n'avait malheureusement pas le choix. Il ordonna à son équipe de quitter la maison au plus vite. Les flammes s'échappaient du toit et plusieurs fenêtres du rez-de-chaussée et du premier étage de la résidence étaient en flammes. Nous craignions que la structure en entier ne s'affaisse. Mott et son équipe savaient déjà que les enfants n'avaient pas survécu. Afin d'épargner au Dr Green le traumatisme de voir la maison s'affaisser sur elle-même, les détectives la conduisirent, elle et sa fille, au service de police de Prairie Village. Green déclara à la police que peu après minuit, elle s'était endormie dans la chambre principale au rez-de-chaussée. Une sonnerie d'alarme l'avait réveillée. Elle avait ouvert la porte de sa chambre et aperçu le couloir en flammes. Elle avait immédiatement refermé la porte et était sortie par celle qui donnait sur le patio. Elle avait entendu son fils crier à l'aide par l'intercom, mais les flammes lui barraient la route. Elle lui avait dit de rester dans sa chambre et d'attendre l'arrivée des pompiers. Comme sa mère, Kate avait été réveillée par la sonnerie de l'alarme. Quand elle avait aperçu l'épaisse fumée noire dans le couloir, elle était sortie par la fenêtre de sa chambre. Elle avait rampé jusqu'au toit du garage d'où elle avait sauté par terre. Son frère et sa sœur n'eurent pas autant de chance. À 5 heures du matin, une fois l'incendie éteint, les pompiers recueillirent les dépouilles de Kelly et Tim. Elles furent envoyées au médecin légiste pour subir une autopsie. Ce dernier conclut que les 2 enfants étaient morts d'un empoisonnement
au monoxyde de carbone. L'ampleur du désastre dépassait les ressources de la ville. Les autorités de Prairie Village mirent donc sur pied une escouade spéciale composée de policiers, d'investigateurs en incendie et de détectives de divers comtés du Kansas et du Missouri. Les investigateurs examinèrent ce qui restait de la maison. Gary Lemons, chef de division de Johnson County, comprit tout de suite qu'il ne serait pas facile de cerner les causes de ce sinistre. Pendant les recherches, on a excavé toute la surface, puis on a trié les différentes couches. Tous les débris qui se trouvaient sur le sol ont été tamisés, puis nous avons sorti ce qui avait été recueilli. En examinant les débris, les investigateurs constatèrent que, contrairement à ce qui se produit lors d'un incendie normal, plusieurs pièces de la maison s'étaient embrasées en même temps. De plus, l'incendie n'était pas monté à l'étage graduellement. Au contraire, les traces qui restaient sur les murs encore debout indiquaient que les flammes étaient montées très rapidement. Chacune des pièces de la maison de 1800 mètres carrés fut examinée et photographiée. Dès le départ, l'expert en chimie Bill Chapin savait que cet incendie s'était déroulé de façon singulière. Dans la cuisine, les flammes avaient été féroces. Puis, le même scénario s'était produit dans la salle à manger. Il y avait également eu des dommages importants dans le salon et d'autres parties de la maison, mais aucune flamme dans la chambre principale. Cela manquait de cohérence. Ça ne ressemblait pas du tout à ce qu'on rencontre habituellement. Il n'y avait qu'une explication pour justifier de telles disparités. Quelqu'un avait volontairement aspergé certaines parties de la maison d'agents accélérateurs. La quantité de dommages et la façon dont le feu avait progressé corroboraient cette hypothèse. Mais il fallait tout d'abord éliminer les autres possibilités. Les conduites de gaz étaient en parfait état de fonctionnement. Les ingénieurs en électricité vérifièrent également qu'il n'y avait pas eu de court-circuit. Pendant les fouilles, les investigateurs remarquèrent des trous profonds et des surfaces brûlées en écailles. Ces traces, caractérisées par leur ressemblance avec la peau de crocodile, prouvaient qu'un agent accélérateur avait été utilisé. Il fut relativement facile de trouver la source du brasier. La personne qui l'avait allumé n'avait même pas pris la peine de cacher le combustible. Il y avait des bouteilles d'antigel, d'essence à briquet et d'alcool un peu partout dans la maison. En tout, 48 échantillons furent recueillis. Ils furent envoyés au laboratoire et soumis à diverses analyses. Sur des échantillons de moquettes en de nombreux endroits, les experts découvrirent des traces d'essence à briquet. Quant à l'antigel et l'alcool, ils avaient dû se consumer complètement. La présence d'agents accélérateurs prouvait qu'il s'agissait d'un incendie criminel. Était-il possible que cette maison cossue ait attiré un cambrioleur et que ce dernier ait ensuite tenté d'éliminer les traces de son passage? Il n'y avait pas d'entrée par effraction. Le système d'alarme fonctionnait et toutes les serrures étaient encore verrouillées. Les dommages aux portes et aux fenêtres avaient été causés par les pompiers. La personne qui avait allumé l'incendie se trouvait donc à l'intérieur de la maison où elle en possédait la clé. Les détectives avaient établi que l'incendie qui avait détruit la maison du docteur Deborah Green et tué 2 de ses enfants était de nature criminelle. Il fallait maintenant tenter de découvrir qui avait allumé ce brasier. Pendant que l'escouade spéciale poursuivait les fouilles dans la maison, des détectives l'interrogèrent à nouveau. Deborah Green et son mari Mike Farrar étaient mariés depuis 18 ans. Ils étaient tous deux des médecins respectés. À la naissance de leur 3e enfant, Deborah avait abandonné la pratique pour élever sa petite famille à temps plein.
au fil des années, leur union s'était détériorée. 3 mois avant l'incendie, Farrar avait demandé le divorce. Il avait une liaison. La situation s'était envenimée à partir de ce moment. Green s'était disputé avec son mari au téléphone juste avant d'aller se coucher. Les policiers convoquèrent Farrar pour lui faire subir un interrogatoire. Ce dernier déclara qu'il était en compagnie de ses enfants lors de la soirée précédant l'incendie. Il les avait raccompagnés à la maison, puis était rentré chez lui. Les registres d'appels téléphoniques confirmèrent que Farrar était chez lui peu avant minuit. Il était cependant impossible de vérifier s'il y était resté toute la nuit. Farrar ne tarda pas à accuser Green, déclarant qu'elle était instable mentalement et qu'elle était bien capable d'allumer un incendie. Les policiers étaient sceptiques. La colère du médecin envers Deborah constituait un mobile, et la clé qu'il détenait lui donnait accès à la maison. Cependant, Deborah disposait elle aussi d'un mobile et elle avait tout aussi bien pu être l'auteur du crime. Qui des deux avait allumé le brasier? Était-il possible que Deborah ait tenté de punir son mari en jouant la victime? Seuls les indices recueillis sur la scène pourraient répondre à ces questions. Pendant les recherches, les experts découvrirent qu'une traînée de combustible traversait la maison et se terminait devant le seuil de la chambre à coucher de Deborah. Cette dernière avait déclaré que la porte de sa chambre était fermée lors de l'incendie. Elle avait dit qu'elle était sortie par la porte arrière quand elle avait aperçu la fumée. Pourtant, les enquêteurs avaient découvert des traces d'essence sur la moquette de sa chambre à coucher. Selon le chimiste Bill Chapin, les indices racontaient une histoire différente de la version de Deborah. La traînée de combustible traversait le couloir et se rendait jusqu'à la porte de la chambre. La moquette, située dans le cadre de la porte, avait absorbé le combustible. Non seulement le combustible menait-il directement à la chambre, mais la trace de brûlure qui s'y trouvait n'aurait pas pu y être si la porte avait été fermée. Tous les indices pointaient en direction de Deborah, mais la preuve formelle n'était pas encore faite. Il fallait absolument poursuivre l'enquête pour déterminer lequel des époux avait allumé le brasier qui avait emporté leurs 2 enfants. La quantité de combustible dans la maison signifiait qu'il y avait forcément eu d'importants jaillissements de flammes et que l'incendiaire s'était peut-être brûlé pendant l'opération. À première vue, ni Green ni Farrar ne semblaient avoir de blessures. Mais certaines brûlures ne se distinguent qu'au microscope. Les détectives prélevèrent des échantillons de cheveux des 2 suspects. L'examen au microscope permit de déterminer qu'il n'y avait aucune trace de brûlure sur les cheveux de Farrar. Il n'en allait pas de même de ceux de Green, qui étaient roussis. Seul un contact direct avait pu endommager ses cheveux à ce point. Green avait déclaré à la police qu'elle ne s'était jamais trouvée près des flammes, mais les analyses démontraient le contraire. Ce mensonge allait lui coûter très cher. Les policiers avaient enfin découvert l'identité de l'incendiaire. À partir des décombres de la scène du crime, les membres de l'escouade spéciale parvinrent à reconstituer les événements. Le divorce avait plongé Deborah Green dans le désespoir. Dans un accès de rage, elle avait versé du combustible sur les papiers juridiques qui se trouvaient sur la table de la salle à manger. Elle en avait fait de même avec les biens les plus chers de Mike, son piano, son bureau.
et surtout ses enfants. En versant une grande quantité de combustible dans le couloir qui menait à leur chambre, elle leur avait volontairement coupé toute issue. Les policiers convoquèrent Green au poste sous prétexte qu'ils avaient besoin de son aide pour poursuivre leur enquête. Dès qu'elle arriva, ils procédèrent à son arrestation. On ne comprendra jamais tout à fait ce qui a poussé ce brillant médecin à tuer ses enfants. Heureusement, l'habile reconstitution des investigateurs a permis qu'elle soit punie pour son crime. Confrontée à toutes ces preuves, Deborah Green plaida coupable. Quand elle et ses avocats ont vu la quantité de preuves que nous avions recueillies, ils savaient qu'elle n'avait aucune chance d'obtenir gain de cause. Deborah Green fut condamnée à l'emprisonnement à vie. Dans cette affaire, c'est la rage et le désespoir d'une femme qui ont été l'étincelle d'un drame. Parfois, c'est la cupidité qui alimente le feu. Le 2 septembre 1991, peu après minuit, un motocycliste de New Smyrna Beach en Floride aperçut une épaisse fumée s'échapper d'un restaurant. Il téléphona immédiatement au service des incendies. En moins de 5 minutes, des camions de pompiers arrivèrent sur les lieux et constatèrent que le Stormies était la proie des flammes. Les incendies peuvent être imprévisibles. Celui-ci était particulièrement traître. Des jaillissements de flammes et une chaleur intense rendaient la tâche très difficile aux pompiers. L'incendie s'intensifia. Le bâtiment était rempli d'une épaisse fumée, ce qui désorienta l'équipe de pompiers. Ces derniers avaient pour mission de trouver le foyer du brasier. Séparés du reste du groupe, 2 pompiers cherchaient en vain une issue. Bientôt, ils manquèrent d'oxygène et périrent. Un restaurant qui était la proie des flammes avait coûté la vie à 2 hommes. Le lendemain matin, les investigateurs arrivèrent sur les lieux pour déterminer ce qui s'était produit. Le capitaine Ron McCardle du service des incendies de l'État de Floride remarqua des traces particulières. J'ai commencé par observer l'extérieur du bâtiment. J'ai remarqué des traces de suie et de chaleur sur les blocs de ciment au sommet d'un mur. Cela signifiait qu'à l'intérieur, la température avait atteint un très haut degré. Le plus souvent, les flammes débutent au bas d'un immeuble et montent. Mais ce n'était pas ce qui semblait s'être produit dans ce cas-ci. Il y avait peu de dommages dans le bas, alors que le toit s'était presque totalement consumé. Pour déterminer la cause d'un sinistre, un investigateur en incendie doit pratiquement passer au tamis les cendres couche par couche. C'est la seule façon de se faire une idée du déroulement des événements. Lorsqu'un bâtiment est la proie des flammes, les débris tombent du toit et du plafond. Dans ce cas-ci, ceux du dessus étaient plus petits que ceux du dessous. Cela venait appuyer les observations de Ron McCardle. Le haut du bâtiment avait brûlé plus longtemps et c'était à cet endroit que les températures avaient atteint leur maximum.
Le restaurant Stormy's appartenait à Beef Hatter. La période la plus active du restaurant était l'été. Le drame s'était produit à la fin de cette saison. Hatter avait passé la soirée au restaurant et tout semblait normal. Après avoir terminé sa journée, il était parti à une fête en compagnie de sa petite amie. Vers 23h45, les employés avaient fermé après que les derniers clients eurent quitté les lieux. C'est la mère de Hatter qui avait fermé la porte à clé. Les employés n'avaient rien remarqué d'anormal. Il n'y avait pas non plus d'odeur suspecte à l'intérieur ni à l'extérieur du bâtiment. Pourtant, à peine 15 minutes plus tard, le restaurant était la proie des flammes. Comme l'incendie avait coûté la vie à 2 pompiers, l'enquête tombait sous la juridiction du fédéral. Des agents du bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu se joignirent à l'enquête. Ces derniers croyaient également que l'incendie s'était d'abord déclaré dans l'entretoit. Ces conditions inhabituelles avaient été la cause probable de la mort des 2 hommes. Ces 2 pompiers ont perdu leur repère en explorant l'endroit. Le brasier se trouvait toujours au-dessus d'eux. Quand le haut d'un bâtiment est la proie des flammes, il se produit une chaleur intense et une épaisse fumée circule juste en dessous. Les pompiers ne pouvaient donc pas savoir où ils étaient. Ils ont essayé à maintes reprises de trouver une issue. Nous avons découvert leurs outils et les marques qu'ils ont faites sur les murs pour tenter de trouver la sortie. La principale différence entre un incendie accidentel et un incendie criminel, c'est la vitesse de propagation des flammes. Au début, le feu couvre. Il peut s'écouler beaucoup de temps avant l'apparition des flammes et de la chaleur. Ensuite, les flammes augmentent en intensité et montent en cherchant à sortir de l'immeuble. C'est pour cette raison que nous retrouvons des traces en forme de V sur les murs. C'est comme ça que nous pouvons reconstituer les événements. Dans le cas du Stormy's, c'était différent. Des traces irrégulières indiquaient que l'incendie s'était déplacé très rapidement. Plutôt que de consumer les matériaux les uns après les autres, les flammes s'intensifiaient et sautaient d'une poutre à l'autre. Il ne pouvait y avoir qu'une explication. Un combustible avait alimenté l'incendie. Quelqu'un l'avait allumé et son geste avait coûté la vie à 2 pompiers. Le suspect numéro 1 était Beef Hatter, le propriétaire du restaurant. Pourtant, ce dernier semblait n'avoir rien à gagner avec cet incendie, bien au contraire. Ses affaires périclitaient. Il n'avait pas eu les moyens de renouveler son assurance incendie quelques mois plus tôt. Il n'avait pas la moindre idée de ce qui avait pu provoquer l'incendie de son restaurant. De plus, il n'y avait aucun signe d'entrée par effraction. Pendant la recherche d'indices, on recueillit des échantillons d'isolant et on les envoya au laboratoire pour les faire analyser. À l'aide d'un chromatographe, on remarqua la présence d'un dérivé du pétrole, vraisemblablement du kérosène. Cette découverte corroborait l'hypothèse de l'incendie criminel. Mais ce produit est en vente libre et n'importe qui avait pu s'en procurer. À moins que les investigateurs ne parviennent à trouver des indices solides dans ces décombres, il serait illusoire d'espérer remonter jusqu'au coupable. En versant le combustible en haut du bâtiment où les flammes atteignent les plus hautes températures, l'incendiaire avait pratiquement brûlé tous les indices. Heureusement, il en restait encore quelques-uns. Les investigateurs en incendie découvrirent quelque chose d'intéressant dans la corbeille du bureau de Beef Hatter. Il s'agissait d'une enveloppe ouverte adressée à Beef Hatter
ainsi que la copie du renouvellement de son assurance incendie pour le restaurant. Pourquoi donc avait-il menti en déclarant qu'il n'avait pas d'assurance? Le procureur Paul Byron, qui s'occupait de ce double homicide, tenta d'en apprendre un peu plus à ce sujet. Nous avons demandé à son comptable de nous envoyer le rapport financier du restaurant. Il essuyait des pertes de 6 500 $ par mois et n'avait pas effectué ses versements hypothécaires depuis les 3 derniers mois. Utter menait une vie opulente, mais il ne réglait plus ses factures depuis des mois. Les employés étaient payés sporadiquement. Quant aux fournisseurs, ils exigeaient d'être payés en argent comptant. L'agence de créances hypothécaires du restaurant avait même menacé de le faire saisir. Les détectives interrogèrent la directrice de l'agence. Utter n'avait pas menti en déclarant qu'il ne payait plus ses assurances. Cette situation était néanmoins irrégulière. Après maintes tentatives pour faire payer Utter, la directrice avait décidé de régler elle-même les primes. Peu de temps avant l'incendie, elle avait même remis à Utter une copie du renouvellement d'assurance. Ce dernier devait toucher personnellement la somme de 200 000 $ si son restaurant était détruit au cours d'un incendie. Les policiers tentèrent ensuite de vérifier l'alibi de Utter. Ils interrogèrent sa petite amie. Cette dernière confirma qu'elle se trouvait avec lui au moment du sinistre. Il y avait même des preuves. L'appel que la police avait fait à Utter pour l'informer que son restaurant était la proie des flammes avait été enregistré. Nous étions donc sûrs qu'il ne se trouvait pas au restaurant et qu'il serait très difficile de prouver son implication. Cela nous indiquait cependant qu'il avait sans doute un complice, puisqu'il ne pouvait pas l'avoir fait lui-même. La police d'assurance était donc le mobile du crime. Mais qui donc avait accepté de faire le sale boulot à la place de Utter? Biff Utter fut arrêté le 23 juin 1994. Peu de temps avant son procès, les policiers interrogèrent son compagnon de cellule. Ils espéraient que Utter s'était confié à lui. Malheureusement, il n'avait pas dit grand-chose. Il avait avoué être impliqué dans cette affaire, mais n'avait mentionné aucun nom. Pendant le procès, son compagnon de cellule a déclaré que Biff Utter lui avait confié qu'il ne dévoilerait jamais qui avait allumé l'incendie, qu'il s'acharnerait à discréditer les preuves, car c'est tout ce que nous avions contre lui. Mais il ignorait qu'il y avait suffisamment de preuves pour clore l'affaire. Les autorités croient que Utter a payé un incendiaire professionnel pour ensuite pouvoir réclamer les 200 000 $ des assurances. Utter s'est arrangé pour que le système d'alarme ne soit pas opérationnel et il s'est fabriqué un alibi solide en restant en tout temps en compagnie de sa petite amie. Quelques minutes après le départ des employés, l'incendiaire est entré. En versant du combustible dans l'entretoit, il espérait créer un brasier si puissant que toutes les preuves seraient éliminées.
Arthur et lui ont sous-estimé l'équipe d'experts et leur capacité à combattre le feu par le feu. Beef Arthur fut jugé coupable de complot, d'incendie criminel et de s'être servi du feu pour commettre une offense fédérale. Il refusa de révéler l'identité de l'incendiaire et fut condamné à 15 ans d'incarcération. Son complice est peut-être toujours à l'œuvre. Les crimes des incendiaires sont difficiles à résoudre, mais avec les progrès de la science, il leur est de plus en plus ardu de semer la confusion. Grâce aux plus récentes techniques de la criminalistique, les investigateurs renversent la situation et mettent ainsi un terme aux flambées meurtrières des incendiaires.